Merci, Monsieur le Président. À cet après-midi. Bien, je vous propose, ça n'est pas parce qu'on a un rôle d'animateur qu'on doit accaparer la parole, mais avant que nous passions à d'autres phases de travail, de présentation, et notamment un retour de la pratique habitante, peut-être mettre quelques éléments en commun de base sur Gilles de Mailly terminer son propos en disant que mobilité et territoire fassent encore société, partager quelques éléments sur cette dimension-là, le rapport entre mobilité et territoire. Alors je suis preneur, c'est la dictature du PowerPoint, alors on va... mais il n'est pas là le PowerPoint. Et ma foi, mais il ne saurait tarder. Donc il est apparu subrepticement un instant. Allô la régie? C'est parti, on peut déjà changer. Juste se rappeler, parce que souvent quand on parle des politiques publiques, on met sur un même plan la question de la mobilité et les autres fonctions urbaines. Je pense important de se dire que le territoire pratiqué par les habitants se caractérise par l'ensemble des fonctions qu'il regroupe, qu'elles sont au nombre de 5, habiter, travailler, consommer, apprendre et se distraire. Et que, image suivante, la mise en œuvre de ces 5 fonctions dans notre espace de vie correspond en fait à la recherche et à la nécessité d'interaction sociale, et que le déplacement, ça n'est pas une fonction, c'est un moyen pour mettre en relation les 5 fonctions que l'on voyait précédemement. Et ça veut dire qu'il faut bien appréhender qu'il y a, je le dis à la régie, il y a un problème sur le retour télé ici, qui nous fait des effets cinétiques, c'est-à-dire que c'est illisible. Donc il faudra corriger le problème. Ce qui signifie qu'il y a parfois des termes qu'on utilise de façon identique qui, derrière, ne relèvent pas de la même chose. C'est-à-dire, la circulation, ça implique la mobilité, et Gilles de Mailly disait tout à l'heure, le droit à mobilité, droit fondamental des individus, et que dans cette mobilité, on génère des déplacements, ce qui signifie qu'il y a un point de départ et une destination, et pour lequel il y a un investisseur, qui est souvent la puissance publique, et un gestionnaire qui propose une offre de transport. Je pensais nécessaire de le rappeler parce que parfois, ces 3 mots, mobilité, déplacement et transport, sont appréhendés, on le voit souvent dans des médias, comme étant des synonymes. Non, il y a un lien de rattachement entre les 3, mais c'est bien des éléments complémentaires. Image suivante. Il me semble important de rappeler quelques points d'histoire. Parce que historiquement, nos villes et l'organisation de l'espace, qui n'est pas obligatoirement urbain, a résulté en fait intimement du temps que la majorité des individus mettaient à se déplacer. Tout simplement, notamment dans des sociétés avec des taux de productivité moins forts, où la question centrale qui se posait aux personnes était que le temps résultant, une fois qu'il s'était déplacé, soit suffisamment encore important pour être producteur de richesse, pour qu'ils puissent vivre et pour que les personnes dépendantes d'eux puissent vivre du travail. Donc le temps à consacrer au déplacement était la résultante de ce temps productif nécessaire. Et donc, et c'est très dur à accepter pour les urbanistes, c'est qu'il faut accepter quand même l'emprise de la logique économique sur la fabrication de la ville, qui est qu'il y a un rapport direct entre la productivité du travail humain, la mobilité qui peut en résulter et la forme urbaine qui elle-même résulte de cette mobilité. Et donc si nous revisitons l'histoire à partir de l'image suivante, en nous replaçant
dans cette ville qui a accompagné l'humanité pendant si longtemps, puisque la plus ancienne ville qu'on ait retrouvée en Asie mineure aujourd'hui, c'est Çatalhöyük, qui date à peu près de 6200 avant Jésus-Christ, jusqu'au milieu du 19e siècle, ce qui nous fait quand même une bonne période. On est dans la ville compacte, nécessairement, qui est celle du piéton, pour l'essentiel des individus, de la charrette pour certains, et du cheval pour les apifious, c'est-à-dire grosso modo la ville constituée pour une mobilité qui se situe entre 3 et 5 km/h, et qui nécessite obligatoirement une forme urbaine très compacte qui permet une interaction maximale entre les composantes du trio, qui est le producteur d'un bien, son client et le fournisseur nécessaire pour produire ce bien. Milieu du 19e siècle, la révolution qui n'est pas qu'industrielle, et que l'on va voir avec l'image suivante, c'est l'apparition de la ville en doigt de gant, liée au train de banlieue, puis au tramway électrique, c'est-à-dire tout d'un coup, on multiplie par 5 la vitesse de déplacement, on passe en moyenne à 15 km/h, et grosso modo, donc vous avez le parfait modèle qui est Chicago, avec le principe du loop, qui concentre en son milieu l'industrialisation de l'action tertiaire, on pourrait dire, avec les immeubles de grande hauteur, et où la boucle de métro part vers les banlieues desservir la fonction habitat. Et alors, Copenhague également a eu un schéma de développement typiquement basé sur la logique du développement en doigt de gant. Alors, c'est grosso modo celui qui apparaît en 1850 avec les premiers trains de banlieue à vapeur, et jusqu'en 1975, et qui répond donc à la révolution industrielle, et donc là, à une recherche d'interaction maximale qui est celle de l'employeur et de son bassin de main-d'œuvre. Et puis, 1975, et en tout cas en France, si on peut prendre précisément cette date, c'est avec 2 entrées. D'abord, c'est le record de construction de logements en France, 550 000 en une année. Ce sont les dernières ZUP. Et c'est l'année de basculement d'une majorité de production de logements en collectif vers une majorité de logements en individuel, avec une année où, grosso modo, tous les ménages susceptibles d'être intéressés par un véhicule en ont un, et où le développement de l'industrie automobile se fait avec l'apparition, pour les classes moyennes, du 2e véhicule automobile. Et donc, par ce début du développement de la double motorisation, je dirais, la mobilité généralisée est rendue abordable au plus grand nombre. Et puis, à partir de 82, les conseils généraux, et je ne leur fais aucun reproche, mais qui ont besoin d'affirmer la décentralisation et les compétences qui sont les siennes, investissent, en plus de l'État, dans un système routier qui devient extrêmement performant et qui permet, en fait, de décupler, de multiplier la vitesse de déplacement. Je disais 50 km/h, qui est la moyenne quand on se déplace à l'intérieur d'une aire urbaine, entre la contrainte de la ville-centre et la vitesse de déplacement dans les parties rurales. Donc, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que notre façon de nous déplacer n'est pas la résultante de la ville que l'on produit, mais c'est plutôt, nous produisons un territoire de vie qui est lié au mode de déplacement de la majorité des individus, mais pas le mode pour le mode. En fait, c'est la vitesse de déplacement qui fabrique la ville. Et que donc, dans un budget temps, qui est à peu près le même à l'échelle du monde, qui est grosso modo, alors en moyenne, il est certain qu'en région parisienne c'est un peu plus, qui est grosso modo 1 heure, aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, 1 heure pour se déplacer. Le budget temps, sachant que dans le Grand Amiénois, on est sur un budget temps qui est inférieur, ce qui laisserait penser à une efficacité, en tout cas, de la mobilité. Image suivante. Et donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit par rapport à cette entrée sur la vitesse,
c'est que contrairement à ce qui est dans les esprits en règle générale, l'augmentation de vitesse de nos systèmes de déplacement ne nous fait jamais gagner du temps. Ou en tout cas, à l'ouverture d'une nouvelle route pendant quelque temps, mais comme nous avons une acceptation d'un budget temps quotidien, la réalité, c'est que ça nous fait gagner de l'espace. Et que donc, la mobilité automobile très largement majoritaire depuis le milieu des années 70 a ouvert de très vastes espaces face à l'urbanisation, et je le montre avec le petit schéma au-dessus, au carré en fait de la distance parcourue. C'est-à-dire que quand vous doublez la distance que vous pouvez parcourir dans un temps donné, vous multipliez par 4 le territoire qui est accessible. Ce qui a amené à transformer du terrain, qui était notamment du terrain productif à des fins agricoles, qui est devenu du foncier, dont la valeur n'était plus la même, et qui est une des composantes qui a permis une spécialisation des territoires, d'un côté, dans les logiques très fortes de zoning, qui, contrairement à l'image que l'on a souvent, ne sont pas l'apanage des années 60, car la logique de zoning est complètement à l'œuvre aujourd'hui, encore plus fortement que dans les années 60. Et puis, ça pose la question d'une société à ce moment-là qui exclut les non motorisés par rapport à l'accessibilité de certains services urbains. Image suivante. Et donc, bien avoir l'idée que la vitesse c'est en fait le rapport temps-espace, et que grosso modo, par rapport à ce qu'on évoquait précédemment en début, l'accès aux fonctions urbaines, grosso modo, un territoire dense en fonction, dans lequel on circule à 3 km/h, est absolument à budget temps, grosso modo identique, est équivalent à un territoire très vaste où on circule à 50 km/h, ou à une tour de 600 mètres de haut, c'est-à-dire grosso modo l'interdistance entre 3 stations de métro parisiennes, où on se circule verticalement à 18 mètres secondes, et où dans un même bâtiment, vous trouvez un centre commercial, des bureaux, des logements, un hôtel, des services à la personne, etc. Nous continuons. Donc, il y a une équivalence économique et sociale, on appuie encore, entre vitesse et densité. Et je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit, dans une société auquel nous avons été habitués à tout avoir, c'est que quand on joue la vitesse, on joue contre la densité, et que donc il est très difficile d'avoir les deux. Voilà. Ce qui vient fatalement interpeller le grand territoire dans lequel on circule à 50 km/h en moyenne, deux phénomènes dont les terminologies ne sont pas synonymes, et il semblait important de les poser en début de journée, car on sera amené, évoquant le grand amiénois. C'est des terminologies qui parfois sont là aussi utilisées comme des synonymes et n'en sont pas, parce que leurs sources et les réalités ne sont pas identiques. D'un côté, on parle de l'étalement urbain, toute la question que pose très fortement le Grenelle II, qui correspond en fait à des rationalités opérationnelles. C'est-à-dire, c'est en fait, et même si on a le sentiment que le foncier est cher aujourd'hui, des possibilités économiques pour les acteurs, et en même temps, jusqu'à maintenant, une acceptation collective, sociale, d'une non-optimisation du foncier, qui, puisqu'il a été abondamment ouvert par les infrastructures, et en même temps par les documents d'urbanisme, permet effectivement de s'étaler sur de grandes surfaces, en lotissement d'habitat, en zone commerciale, en zone tertiaire, séparées, discontinuer les zones des autres. Alors que la périurbanisation, c'est lié au mode de vie et correspond au désir, à la possibilité des ménages à se mettre à distance physique des fonctions urbaines quotidiennes. Et cette possibilité, elle, va impacter le choix de localisation d'acteurs économiques, par exemple les acteurs du commerce, qui vont choisir les nœuds pour se positionner, ce qui va nourrir l'étalement urbain. On peut, moi j'avais été frappé en Espagne, où on était aujourd'hui, avec l'évolution des infrastructures financées par l'Europe, dans des logiques de périurbanisation, alors que c'était un pays
de très forte densité, mais de la périurbanisation à faible étalement urbain, c'est-à-dire extrêmement concentré, mais on était bien dans la séparation de ces fonctions urbaines. Dernière chose à partager, il faut juste revenir en arrière pour l'image, on est allé un coup trop loin. Voilà, c'est, et peut-être enlever mon retour image, sur le rapport qu'il y a entre mode de déplacement et intensité urbaine. Alors, on n'a pas encore fait le travail équivalent avec l'enquête ménage du Grand Amiénois. Donc là, je vous projette quelque chose qui vient de la région urbaine grenobloise. À partir de l'enquête ménage, qui est en fait, pour comprendre ce graphique, il faut considérer que cette ligne-là correspond à l'échelle de, là on est sur 250 communes dans la région urbaine grenobloise, à la répartition entre modes, enfin tout mode, à la grande échelle. Ensuite, vous avez ici l'écart à la moyenne en fonction des densités par mode. Donc vous voyez, quand on est dans un espace rural avec à peu près inférieur à 1000 habitants au kilomètre carré, vous avez une part d'utilisation du véhicule particulier par rapport à la moyenne du territoire qui est supérieure de près de 40%, et en revanche, une utilisation de la marche qui est 40% inférieure à la moyenne. Quand vous êtes à l'autre extrémité, dans les plus fortes densités de population, c'est-à-dire supérieures à 10 000 habitants au kilomètre carré, vous avez une offre TC, enfin, pas une offre, une pratique du TC, une part modale du TC qui est aux alentours de 35% supérieure à la moyenne, et une part du véhicule particulier qui est à 25% inférieure à la moyenne. Ce que vous voyez, c'est que dans les modes alternatifs, qu'ils soient TC, marche, vélo, le moment où on est, on pourrait dire dans l'optimum, c'est quand on est en fait dans, dans les espaces de forte densité, mais pas en soi uniquement dans la fonction habitat, parce qu'on se situe dans des situations de densité de population entre 7500 et 10 000 habitants au kilomètre carré, ce qui correspond en fait à 40 logements à l'hectare, 40 à 50 logements à l'hectare, mais parce que nous sommes dans l'espace de la ville multifonctionnelle qui, là, fait qu'il y a à la fois du commerce, des emplois, des équipements publics de proximité. Qu'en revanche, quand on est ici, ben, on est dans un espace qui a perdu ses services, une partie de ses emplois, et où donc on est dans la faible densité et fatalement la forte mobilité VP pour véhicules particuliers, pour accéder aux services. La chose qui nous avait frappé en faisant ce travail, c'est qu'on voyait que quand on revenait à des plus fortes densités, qui correspondent soit aux quartiers, aux grands quartiers d'habitats sociaux, soit aux communes résidentielles de la première couronne grenobloise, on est avec une densité de population plus forte, mais on voit remonter la part de marché voiture par rapport à la moyenne et baisser celle des modes dits actifs ou alternatifs, tout simplement parce que nous revenons en fait dans une ville à nouveau monofonctionnelle qui est celle des UP et des quartiers résidentiels. Donc ceci c'était juste pour illustrer qu'il y a vraiment une vraie réflexion à conduire sur la construction de la ville aujourd'hui, dès l'instant où on est dans des politiques publiques qui veulent favoriser le report modal, qui ne peut pas être que sur l'offre, l'amélioration de l'offre, mais qui vient très clairement interroger le mode de production de la ville et surtout dans une dimension multifonctionnelle de mise à proximité des fonctions urbaines que l'on voyait au départ. Voilà, un petit peu dans ces éléments qui me semblaient intéressants de partager.